Peut-être que ce que vous vous demandez, effectivement, c'est qui est cette personne étrange, ce saltimbanque, comme certains de mes amis aiment m'appeler, qui se présente face à vous avec cette photo de moi devant ma maison. Je vous expliquerai où elle est. Je suis pieds nus, je suis là avec mon chignon, ma veste en fleurs. Et il est là pour faire une conférence business, ce garçon-là. Là. OK. En fait, je suis là pour porter une question que j'imagine vous vous êtes posée au tout début. Et pour les gens qui ne sont pas lancés encore, j'imagine que vous êtes là, présent avec cette question de pourquoi est-ce que j'entreprends? Il y a toujours une raison qui est derrière. Et on va parler de ça aujourd'hui. Parce que parfois, la réponse à cette question ou cette impulsion du début, sur la route, elle se perd en chemin. Et moi, la raison pour laquelle je suis venu à l'entrepreneuriat, au tout début, c'était en réponse à une des grandes questions existentielles de notre vie, qui est à quoi bon travailler si du jour au lendemain, on peut mourir et disparaître? Ce qui m'a fait venir à l'entrepreneuriat, personnellement, c'est la mort de mon père et la prise de conscience que toute sa vie, il avait pris ses décisions de vie pour avoir davantage de liberté, davantage d'épanouissement. Et a priori, dans son sens, il était entrepreneur et c'est ça qui lui a permis de le faire et de nous faire grandir, moi et mes sœurs, au fin fond de la Dordogne, dans une vieille ferme défoncée, qui s'était raconté qu'il allait retaper et qu'il n'a jamais réussi à le faire. Donc vous me voyez ici, moi, devant ma maison. Effectivement, Emilien dit qu'on a de la chance de m'avoir ici parce que je ne viens pas du tout de Lyon. J'habite au fin fond de la Corrèze, dans cette belle maison passive qu'il y a sur la photo, avec mes 2 meilleurs amis. Et je suis très très bien là-bas. Et c'est rare que je vienne en ville, même si ça me fait du bien aussi de venir prendre un petit coffee shop, pouvoir boire un flat white au lait d'avoine, alors qu'à la campagne, quand je demande ça, on me dit « Oh, les parigots, ils font chier ». Donc je suis ravi d'être là quand même. Avant toutes les prises de parole que je fais, j'aime bien poser quelques petites règles pour qu'on interagisse ensemble. Je n'ai pas envie que ce moment soit un moment où je parle dans mon coin et vous êtes passif et passive à m'écouter. Donc je vais introduire un tout petit outil qui est un signe de la main. Vous verrez peut-être faire ça à d'autres moments. Si vous me connaissez, vous m'avez vu faire ça sur Internet dans des conférences. Et juste agiter les mains, ça veut dire « Tiens, ça me parle ce que tu racontes » ou « Je suis d'accord ». C'est comme les applaudissements pour les sourds pour ne pas faire de bruit et pas bloquer l'interaction. Donc, juste, je vous invite, je vais vous poser des questions à des moments, à tenter de jouer avec moi et de faire des signes de la main et de passer peut-être pour la prochaine demi-heure pour désilluminer. C'est OK. On va s'amuser, c'est le but aussi, là, qu'on prenne du plaisir. Je vois qu'il y a des gens qui s'exercent déjà. Donc, on va s'entraîner. Je vais vous poser une petite question. Est-ce que les gens qui sont déjà freelance peuvent lever la main et l'agiter comme ça, s'il vous plaît? OK. Donc, je dirais 75% de la salle. Est-ce que les gens qui sont déjà freelance et qui sont à leur compte depuis plus de 2 ans peuvent lever la main et agiter? OK, on en a un peu moins. Est-ce que les gens qui sont à leur compte depuis plus de 5 ans peuvent lever la main et l'agiter? OK. Depuis plus de 8 ans? 10 ans? OK. Les dinosaures, on vous voit. Je pose la question parce qu'en fonction de où on est dans notre aventure entrepreneuriale, les questions que je vais soulever aujourd'hui de pourquoi je me suis lancé, est-ce que c'est les mêmes raisons, est-ce que je me sens aligné entre les raisons pour lesquelles je me lançais et la réalité de l'entrepreneuriat sont encore présentes. Autre chose que je fais au début de toutes mes conférences, c'est redéfinir les termes. Donc on va commencer par se demander, OK, entreprendre, on est tous là à être entrepreneurs, mais c'est quoi entreprendre en vrai? La définition que je vous propose pour ça, c'est celle-ci. Entreprendre, c'est un verbe transitif, je ne sais pas non plus trop ce que ça veut dire, mais globalement, entreprendre quelque chose, c'est le fait de se mettre à faire, se mettre en mouvement, et selon la définition, exécuter une action a priori longue et difficile. Et ça, je pense, on est d'accord, l'entrepreneuriat, c'est long, c'est difficile. C'est la raison pour laquelle vous êtes ici en train d'essayer d'apprendre des trucs, parce que si c'était facile, on ne serait pas là, on serait en train de s'occuper à faire ces trucs simples. Mais ce qu'on voit dans cette définition que je trouve intéressant, c'est que ce n'est pas une finalité. Entreprendre, c'est le verbe de transition vers autre chose. Et j'imagine, encore une fois, ça soulève cette question, vers quoi, du coup? Si j'entreprends, si j'exécute cette action d'entreprendre, vers quoi je vais après? Et ça me renvoie à la deuxième définition, qui est la définition du mot « travail ».
Alors, vous avez peut-être joué à ça un jour, faire cette recherche Google, tomber sur des sites bien référencés par rapport à ce que Alexandre vous racontait plus tôt, qui vont vous dire que la définition du travail, ça vient du latin tripalium. Est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà vu ça? Peu de gens. OK, vous n'avez pas fait cette recherche Google. Et tripalium, on découvre que c'est un instrument de torture. On voit un truc de quelqu'un écartelé comme ça. Et on dit, ouais, le travail, ça vient de ça. Super, merci. Quand j'ai découvert ça pour la première fois, parce que je faisais une conférence sur le fait que les freelances étaient le fer de lance d'une nouvelle vision du travail, je me suis dit, ça ne me satisfait pas comme définition. Je ne suis pas d'accord. Je ne crois pas que le travail, c'est que de la souffrance. Peut-être qu'il y en a un peu. Peut-être qu'on a des mauvaises expériences dans le monde du travail et donc on a souffert. Mais je ne crois pas que ce soit que ça. Et du coup, en cherchant, j'ai heureusement trouvé une autre proposition de définition qui vient de ce petit livre et d'une chercheuse en linguistique, je ne sais pas si son nom apparaît là, je ne m'en souviens plus, mais il était sur une autre slide dans une autre, je vous la repartagerai si vous voulez plus tard, mais qui nous dit que travail, ça ne viendrait pas forcément de tripalium, mais les racines hispaniques, trabajo, trabajar, vous noterez mon super accent, apportent le questionnement que ça pourrait venir de simplement le préfixe TRA. Donc le préfixe qui vient de transformation aussi. Et disent que du coup, le travail, ce n'est pas juste la souffrance, c'est l'acte qu'on fait où on a une tension qu'on cherche à résoudre. Donc le travail, c'est toute la dynamique qu'on investit pour résoudre une tension vers une direction. Et on retrouve là, du coup, le sens du mot entreprendre. Donc, travail viendrait du préfixe tra, du latin trans, transformation, qui signifie le passage d'un état à l'autre. Et quand j'ai découvert cette définition-là, ça a collé avec cette recherche initiale que j'avais de j'entreprends et je travaille, non pas pour la finalité d'entreprendre et de travailler, mais pour obtenir des choses derrière. Et donc changer d'un état à un autre dans ma vie. Et on peut le représenter par un schéma tout simple, cette définition-là. Il y a un état initial, donc c'est celui dans lequel vous êtes aujourd'hui. Chez Hack Your Job, ils accompagnent des gens qui sont dans l'état initial. Je suis salarié tech, j'ai envie de vivre des choses plus épanouissantes en étant freelance tech, donc ils sont salariés état initial. Le nouvel état désiré, c'est plus de liberté en étant freelance. Et il y a des obstacles à traverser pour faire le passage d'un état à l'autre. Et j'ai l'impression que ce schéma, il est vrai 100% du temps pour 100% des êtres humains. On est tout le temps en train de faire un voyage d'un état qui, pour plein de raisons, ne nous satisfait pas entièrement, vers un autre état, et on se raconte qu'il sera plus satisfaisant. Et le chemin entre les deux, on le parcourt grâce à notre travail et grâce à l'acte d'entreprendre. Ici, c'est notre cas parce qu'on est freelance. Est-ce que ça vous parle pour l'instant, ce que je suis en train de vous raconter? C'est pas lunaire? C'est pas un truc de hippie qui vit au fin fond de la campagne, c'est bon? Donc entreprendre, c'est le véhicule qu'on a choisi tous et toutes pour faire le chemin vers notre nouvel état désiré, peu importe ce qu'il est, vivre à la campagne comme moi, choisir ses clients, gagner mieux sa vie parce qu'en entrepreneuriat, il y a moins la limite haute du salaire qu'on nous demande, etc. Et du coup, tous et toutes, au début, quand on a commencé à entreprendre, on avait une raison, une recherche. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a envie de me partager pour vous ce que c'était? Peut-être que c'est passer plus de temps avec vos enfants. Il y a quelqu'un qui a envie de me dire? Pour qui c'est passer plus de temps avec ses enfants? Pour qui c'était déménager, quitter la ville et habiter ailleurs? Ok, quelques-unes. Okay. Bref, je vous laisse réfléchir, mais j'imagine que vous avez tous et toutes une raison au démarrage. Le truc, c'est que cette raison sur le chemin, donc là c'est l'exemple, je passe pas assez de temps avec mes enfants, je veux en passer plus, je me raconte que l'entrepreneuriat et les obstacles associés me permettront de le faire. Mais souvent sur la route vers cet idéal, on va se perdre en chemin parce qu'on croise tous les obstacles et toutes les difficultés de l'entrepreneuriat. C'est dur de trouver des clients, c'est dur de se rendre visible, c'est dur de gérer son activité, l'administratif, payer les factures, la compta. Et du coup, vous finissez par venir participer à des conférences comme celle-ci pour essayer d'apprendre comment on fait mieux, parce que putain, c'est dur. Et souvent, ce qui se passe dans ces conférences, c'est que les seuls sujets qui sont traités sont des sujets purement business. Et en fait, alors qu'au démarrage, on avait une intention, passer plus de temps avec mes enfants, par exemple, on se retrouve perdu à seulement penser à
OK, les 1 000 € de chiffre d'affaires prochains, ils viennent d'où? OK, il faut que je paye cette facture à tel moment, donc comment je lisse ma trésorerie? OK, comment je vais aller réseauter, networker? Et les intentions initiales disparaissent derrière la charge immense du quotidien. Qui se sent concerné par ce que je viens de dire là? Souvent, les gens qui sont à leur compte depuis plus longtemps, c'est leur cas, OK. Presque la moitié de la salle, on dirait. Les autres, vous avez de la chance. Ne vous brimez pas, ça va arriver un jour. Ou alors, vous êtes vraiment déjà ultra équilibré, c'est parfait, mais je pense que ça ne tient pas tout le temps. Donc souvent, on se perd là-dedans et on oublie notre volonté initiale qui était souvent très présente sur notre situation personnelle, unique, qui était hyper importante, émotionnelle souvent, ça devient secondaire et le fait de générer de l'argent, faire tourner la boîte devient plus important. J'ai envie de vous donner un petit moyen mnémotechnique aujourd'hui pour vous aider à vous prémunir de ça et toujours garder cet équilibre de bien sûr, il faut bosser sur la boîte, mais il n'y a pas que ça. Il ne faut pas oublier que notre entreprise, c'est un véhicule vers d'autres choses qu'on va vivre dans notre vie. Et j'ai envie de vous parler de Cécile, ce n'est pas son vrai prénom, c'est une cliente à nous, mais du coup pour l'anonymiser, j'ai changé son prénom, qui justement s'était perdue dans les enjeux business et pour qui ça n'a pas très bien fini. Cécile, c'était il y a 2 ans, je crois. Elle faisait partie d'un mastermind d'entrepreneurs, ce truc que vous avez déjà peut-être entendu. Des entrepreneurs se réunissent, ils veulent aller conquérir leurs objectifs entrepreneuriaux, ils bossent très dur ensemble. Cécile, elle fait de l'accompagnement sur des sujets marketing, communication, visibilité sur Internet et ainsi de suite. Et elle est arrivée à un stade de son entreprise où elle avait touché son fameux plafond de verre. Flavie va vous parler plus tard en conférence du plafond de verre. Elle avait touché ce plafond de verre. Et du coup, elle était en mode, j'ai plus de temps, je ne peux pas prendre plus de clients, et pourtant, j'ai envie d'augmenter mon chiffre d'affaires pour que mon entreprise se développe. Et donc, dans ce mastermind, plein de réflexions, et on lui dit, OK, la suite, c'est qu'il faut que tu fasses une agence. Donc, tu vas recruter des gens, tu vas déléguer, toi, tu vas te mettre à juste piloter l'agence, et c'est d'autres gens qui vont le faire. Du coup, Cécile, elle s'est dit, super idée, go, on fonce. Stratégiquement, pour la suite de son entreprise, ça faisait sens. Il fallait qu'elle passe le plafond de verre. Donc, elle recrute à bras-le-corps, 1 salariée, 2 salariés, 2 freelances. L'agence commence à se développer. Et puis, elle se rend compte à un moment donné que l'intensité émotionnelle de gérer une équipe, de générer le chiffre d'affaires pour que cette équipe puisse survivre, parce qu'elle se sentait responsable, de faire rentrer assez de business, parce qu'elle, son rôle, c'était faire rentrer le business pour que les gens de l'agence fassent, c'était beaucoup trop. Sauf qu'elle s'en rend compte quand elle a des salaires à sortir tous les mois, quand il faut courir. Et Cécile finit par faire un burn-out. Alors que, quand Cécile s'est lancée dans son aventure entrepreneuriale, son souhait, il était simple. Quitter Paris, emménager à la campagne, passer le maximum de temps avec mes enfants qui étaient en bas âge, 3, 5 ans, un truc comme ça. Et au moment où elle arrive à ce truc d'agence, etc., même au moment où on lui dit que c'est ça la suite, elle avait oublié. C'était plus dans sa tête que c'est pour ça qu'elle entreprenait. Et sa situation de j'ai assez de clients, je me paye, oui, j'ai atteint un certain plafond de verre, en fait, ça lui permettait de passer du temps avec ses enfants. Mais pris dans la dynamique incroyable de cette aventure entrepreneuriale, on a plein de gens autour de nous qui nous disent « vise grand, et de l'ambition, continue, c'est pas grave, le plafond de verre, il faut le casser, on va faire autre chose, etc. » Il y a eu un appel d'air, elle a suivi. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas faire ça. Je suis en train de dire qu'en fonction de qui on est, ce qu'on veut, et de, plus spécifiquement encore, où on se trouve dans l'échiquier des privilèges de notre société, il y a des choses qui font juste pas sens par rapport à notre individualité. Cécile, depuis, elle a fermé sa boîte, elle est passée en portage salarial, qui est un statut qui lui convient beaucoup mieux, et elle a recommencé à construire step by step, petit à petit, en revenant de son burn-out, et pour les gens qui en ont fait ou qui ont côtoyé des gens qui en ont fait, vous savez à quel point c'est dur de faire ça. Donc comment est-ce qu'on peut éviter de tomber dans cette situation qui, bien sûr, elle est extrême, c'est pas ça qui nous attend tous et toutes. Et je vais vous partager pour ça ce petit schéma. C'est la méthode de coaching et d'accompagnement qu'on a développée avec mon associé, qu'on utilise dans tous nos programmes, tous nos accompagnements. Et ça s'appelle la triade du coaching systémique.
Et c'est un petit moyen mnémotechnique qu'on utilise, donc ce triangle, vous allez voir, il y a 3 pôles. À chaque fois qu'on rencontre une problématique entrepreneuriale avec quelqu'un, on se force à passer par les 3 pôles dans notre analyse. Le premier pôle, il est simple, stratégie business. Et on est là, on va parler de passer son plafond de verre, référencement naturel, networking, enfin tous les sujets que vous allez voir dans les autres conférences sont des sujets stratégie business. Et bien sûr, c'est important, on est des entrepreneurs, on gère des boîtes, on a besoin de penser à ça. Le second pôle, c'est celui dont je vous parle un peu depuis tout à l'heure. C'est celui de notre épanouissement personnel et individuel. Si je me suis lancé dans mon aventure pour passer plus de temps avec mes enfants, a priori, c'est que je me raconte l'histoire, que je vais être davantage épanoui en faisant ça. Et que c'est ça qui est le plus important. Et donc, si je ne passe pas une stratégie entrepreneuriale X ou Y par le crible de qu'est-ce qui a l'air plus épanouissant pour moi en tant qu'être humain, ben, je peux prendre des décisions qui, en fait, ne sont pas alignées. Ça fait sens, ça aussi, pour vous? Et si je suis que en train de me faire dire, souvent par d'autres personnes qui ne sont pas du tout dans ma situation et qui n'ont aucune idée de ce qui est épanouissant pour moi, il faut que tu fasses ci, ça c'est meilleur pour toi, c'est ça la route, non, fais pas comme ça parce que là, tu vas pas vouloir scaler ta boîte, blablabla, blablabla. Ben, en fait, on peut prendre des décisions qui sont à l'inverse de ce qui est épanouissant pour nous. Et donc, rien que déjà avec ces 2 pôles, on peut faire des allers-retours. Donc Cécile, dont je vous racontais l'histoire, elle aurait pu se dire « Ok, j'entends, il y a une voie où c'est pertinent de faire une agence, de déléguer, de plus être dans l'opérationnel pur et dur, de prendre du recul. Ok, ça peut faire sens. Mais je ne crois pas que je serais épanoui là-dedans. » J'avais une discussion hier soir, je mangeais avec Flavie, qui va prendre la parole ici tout à l'heure, et qui à un moment de sa vie dans son aventure entrepreneuriale s'est dit « Moi, j'ai envie de faire des conférences en entreprise. » Donc elle a monté un produit de conférence pour vendre à des boîtes. Et après coup, une fois qu'elle s'est fait coacher, qu'elle a sorti des sous, qu'elle a monté son produit, etc., elle s'est rendue compte, mais en fait, pour faire ça, ça veut dire que je vais être tout le temps en déplacement. Je vais devoir aller, elle habite à Nantes, je vais devoir aller à Paris, faire des conférences, aller à Lyon, aller à Marseille. J'ai pas envie de passer ma life dans les transports pour vendre des conférences à 3 000 €. Pour certaines personnes, c'est génial. Vous connaissez peut-être Samuel Durand, qui est un autre entrepreneur de Lyon. Lui, sa vie, c'est des conférences tout le temps, et il est quasi jamais chez lui, et il a l'air très épanoui. Pour moi, ce serait horrible de faire ça. Donc il y a des gens pour qui c'est la bonne stratégie et la bonne approche. Il y a des gens pour qui ce n'est pas le cas. J'ai envie de vous introduire maintenant, donc on peut faire des allers-retours entre ça, la 3e brique. Après cette question-là, donc on peut se reconnecter toujours, et je vous invite à garder toujours ça avec vous. C'est quoi la vraie raison pour laquelle j'entreprends? Peut-être que j'aurais fait un autre choix, et gardez-le en tête pour ne pas l'oublier. La 3e brique, c'est une brique que nous, on appelle dans notre jargon la pensée systémique. Je vais vous l'expliquer un peu. Mais c'est de se rendre compte qu'on est tous et toutes à un endroit différent de la société. On a tous et toutes hérité de différents privilèges dans cette société. Et donc, en fonction de ça, on ne peut pas regarder les choses sous la même lumière. Je vais vous donner un exemple très simple. Quand vous voulez créer du contenu sur les réseaux sociaux, prendre la parole sur LinkedIn par exemple, si vous êtes un homme, en tout cas vous reconnaissez homme, ou une femme, ou en tout cas vous reconnaissez femme, votre expérience de créer du contenu et prendre la parole sur les réseaux sociaux va être radicalement différente. Parce que le sexisme, parce que les inégalités de genre, parce que, etc., etc. Je pense que vous n'êtes pas dupes sur le fait que c'est un vrai sujet sociétal. Il y a des études très fournies là-dessus. Et donc la charge mentale que les femmes se mettent, à juste titre, pour être bien lisse, bien documenté, avoir un argumentaire super fourni, etc., etc., ça fait que l'exercice de créer du contenu pour se rendre crédible sur LinkedIn, par exemple, est vraiment beaucoup plus dur que pour un homme. Si on n'a pas conscience de ces privilèges-là, et qu'on est face à quelqu'un qui nous dit « Crée du contenu, vas-y, poste tous les jours, nanana », on peut se dire « Mais je suis une sous-merde, j'ai un problème, pourquoi je me prends autant la tête? Il suffit d'écrire et de poster. » Et donc, dans toutes les questions de stratégie entrepreneuriale, nous, ce qu'on vous recommande de faire, parce que vous pouvez utiliser ces 3 pôles avec vous-même en mode auto-coaching, mais nous, c'est ce qu'on fait dans tous nos accompagnements, on passe par le crible, est-ce qu'il n'y a pas un enjeu plus large, plus systémique qui est en train de se jouer dans cette situation? Et je vais conclure sur l'exemple de Cécile, du coup.
Cécile, vous l'avez vu sur l'image, est une femme noire. Elle était dans un accompagnement avec que des personnes blanches. Et du coup, il y a un biais qui s'est joué, où comme elle manquait de représentativité, et comme on est dans une société qui, malheureusement, le racisme est intégré structurellement sans qu'on ait conscience dans nos habitudes, même pour Cécile en tant que personne, ce qui se passait dans sa tête, c'est « j'ai besoin de me prouver plus que les autres ». Et ça, on s'en est rendu compte dans un accompagnement qu'on a fait récemment. On a creusé sur ces sujets-là en les mettant en lumière. Et du coup, comme elle se racontait l'histoire qu'elle a besoin de se prouver plus que les autres, elle a moins fait attention aux signaux de son corps de « là, tu vas trop loin ». Là, c'est un peu trop intense. Là, tu es clairement en train de faire une crise d'angoisse. Non, non, il faut que j'y aille. Mindset, on va dépasser, on va y avancer, ça va être bien. Ce que j'essaie de vous dire avec ces 3 pôles, c'est qu'il y a tellement plus qui se joue dans nos aventures entrepreneuriales individuelles que juste est-ce que c'est la bonne stratégie, la bonne approche, j'ai le plan d'action, je le mets en place, nanana, nanana. C'est beaucoup plus complexe. 100 ans de sociologie nous l'ont montré. Si vous n'avez jamais lu un livre de Bourdieu, je vous invite à lire un livre de Bourdieu. Ça explique beaucoup de choses que j'essaie de vous dire là, beaucoup mieux que moi, parce que malheureusement, je ne suis pas sociologue. Donc ne voyons plus l'aventure entrepreneuriale sous le seul spectre des stratégies et souvent des injonctions qu'on a l'impression de recevoir sur « faut faire 6 chiffres à l'année, croissance, blabla, scale ta boîte, nanana ». Il y a des gens pour qui c'est juste pas pertinent en fait. Les véhicules qu'on choisit, l'entrepreneuriat en est un pour vivre les transformations qu'on veut voir dans nos vies, la vie de nos clients et ainsi de suite, ils sont multiples. Je vous donne un exemple, je crois que je l'ai mis là. Faire plus de chiffre d'affaires, développer son entreprise, c'est un véhicule qui peut faire sens pour vivre ce que vous avez envie de vivre dans le futur de votre vie personnelle, bien sûr. Mais peut-être ralentir la cadence et essayer de baisser son niveau de vie et dépenser moins, c'est aussi une solution. Peut-être que contribuer à faire élire un gouvernement qui va dans votre sens et voter, votons s'il vous plaît, les 30 juin et 7 juillet prochains, c'est aussi un acte qui contribue peut-être plus que d'augmenter votre chiffre d'affaires. Notamment sur l'égalité homme-femme, je crois qu'il y a des trucs importants qui se jouent dans les élections prochaines. Peut-être que c'est tout aussi important que d'essayer de scaler votre boîte, voire plus important. Peut-être même, au final, que l'aventure entrepreneuriale, ce n'est pas le mode de travail le plus au service de l'épanouissement que vous recherchez. Et c'est quelque chose qui arrive parfois avec nos clientes qui viennent dans un accompagnement entrepreneurial sur plusieurs années et on se rend compte au bout d'un an, en fait, peut-être pour ce que tu cherches en ce moment, c'est mieux de faire une pause de 6 mois et de reprendre un taf à mi-temps. Et des fois, c'est vraiment, vraiment la chose la plus alignée et la plus pertinente à faire. Plutôt que de se casser la tête à continuer d'enfoncer dans « il faut que j'y arrive », nanana. Bien sûr, on préférerait que ça marche du premier coup. Mais savoir être à l'écoute de ses besoins et prendre ce genre de décisions qui sont difficiles, des fois, c'est la meilleure chose aussi. Alors, s'il vous plaît, la prochaine fois que vous faites face à un défi dans votre entreprise, n'oubliez pas, il n'y a pas que le business qui se joue. Vous avez ces 3 pôles de la triade du coaching systémique par lesquels vous pouvez passer pour réfléchir. Qu'est-ce qui est pertinent en termes de stratégie pour l'entreprise? Qu'est-ce qui est pertinent en termes de mon épanouissement personnel? Et est-ce qu'il n'y a pas un enjeu un peu plus large qui se joue, qui fait que ce n'est pas juste ma faute, c'est que je suis une mauvaise personne, pas encore développée personnellement avec toutes les compétences que j'aimerais? Il y a peut-être un truc un peu plus complexe. J'espère que ces 3 trucs, ça vous soulagera la prochaine fois que vous faites face à quelque chose de difficile. J'espère que ça vous a plu. S'il y a des questions, je les prends avec grand plaisir. Merci. Et je crois qu'il y a un micro qui va tourner s'il y a des questions. En attendant la question, il paraît que vous pouvez faire des feedbacks pour me dire si j'ai bien fait mon travail. Donc vous pouvez scanner ce truc-là et dire il faisait beaucoup trop de blagues, c'était pas pertinent. Mais s'il y a des questions, n'hésitez pas à lever la main. Ouais. Merci. Bravo pour la première question. On peut l'applaudir, c'est toujours la plus dure. Bonjour, merci pour votre conférence, notamment le triangle. Dans mon métier, le rythme ternaire, c'est important. La prise de parole en public, 1, 2, 3.
Et vous parlez de coaching systémique et les systèmes ont de l'importance aujourd'hui. Ça fait 5 ans que je suis à mon compte et je vous écoute attentivement. Vous parlez de sociologie, vous parlez d'approche de prendre de la hauteur. Et vous avez cité Pierre Bourdieu. Quels sont les autres auteurs, les autres références que vous proposez? Alors moi, j'en ai une que j'en ai eu des extraits, c'est François Dupuis, Lost in Management, qui parle des managers qui, en entreprise, en fait, ne laissent pas s'exprimer leurs salariés. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas assez lu ou étudié la sociologie et tout ce qui touche à la mécanique, en fait, sociale, en termes de lien entre les gens. Et il parle de la bonne volonté, c'est-à-dire qu'il y a cette façon de voir les choses qui, à un moment, je vais sortir un peu du cadre et je vais me poser les questions. Comment est-ce que je vais parler au cœur des gens? Il faut passer par le cœur avant de parler à l'esprit. J'espère que je suis assez clair, c'est peut-être un peu perché. Pas pour moi, en tout cas, moi j'adore. Ok. Merci beaucoup. Je ne vais pas donner de référence particulière de il faut lire ce livre ou autre. Par contre, je vais vous faire une invitation qui est une des meilleures choses à mon sens pour avancer sur le regard qu'on porte sur nos entreprises et améliorer nos offres clients, etc. C'est pas forcément de lire des livres business, mais c'est d'aller étudier de la philosophie, de la sociologie, de la compréhension des mécanismes de la crise climatique, si c'est sur ça que vous travaillez, enfin, tous ces trucs-là qui en fait informent une vision complètement différente de regarder la chose que de relire les mêmes conseils qui, en vrai, une fois qu'on a lu 3-4 livres de développement personnel ou 3-4 livres de trucs business, au final, on retrouve les mêmes choses assez régulièrement. Donc bon, lisez-en 2-3 et ensuite ouvrez vos spectres à d'autres choses. Ça vous donnera plus de profondeur pour vous, mais aussi un regard très différent de la part d'autres personnes qui font la même chose que vous, parce que ce sera un peu plus profond. Il y aura des manières d'en parler qui seront différentes. Donc, je ne vous donne pas d'auteur, mais par contre, explorez, s'il vous plaît. Merci pour la question. Je suis arrivé à la fin, donc, mais j'ai entendu la question qui m'a moi aussi beaucoup inspiré. Il y a quand même une référence que je conseille à tout le monde d'auteur, c'est sur ces sujets-là, qui fait peut-être le lien entre les deux thèmes que tu expliquais, qui est un livre très connu, mais que ceux qui ne l'ont pas lu devraient lire, qui est Reinventing Organization de Frédéric Laloux. J'hésitais à le dire, mais clairement. Frédéric Laloux, bonne ref. Merci. Ça me semble être un incontournable. Oui. Est-ce qu'il y a une autre question? Et ça peut être tout et n'importe quoi. Oui, il y en a une ici. On peut parler de complètement autre chose aussi, hein, avec plaisir. Bonjour à tous. Merci beaucoup pour cette conférence. Moi, ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est ce côté du triangle aller-retour entre la stratégie business et l'épanouissement personnel. Et justement, au moment où on se rend compte que peut-être on s'est un peu perdu par rapport à l'objectif d'épanouissement du départ, de quitter le salariat. Je pense qu'on est beaucoup peut-être à avoir quitté le salariat pour avoir plus d'épanouissement, comme vous l'avez dit, passer plus de temps en famille et tout ça. Qu'est-ce que vous proposez, je ne sais pas concrètement, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour, je ne sais pas, se réaligner justement, et est-ce qu'il faut juste à un moment donné dire non, je prends plus ces clients, se mettre des limites et dire tant pis, je ne fais pas ça, sinon ça va me prendre trop de temps. Enfin, voilà, concrètement, comment on peut se réaligner? Un exercice qu'on propose souvent aux personnes qui démarrent un accompagnement avec nous, c'est de refaire un bilan de toutes les missions depuis que vous êtes à votre compte. Donc tous les clients, toutes les structures, toutes les formes. Je veux vraiment reprendre bilan de toutes les missions et de toutes les expériences et de noter ce qu'elles vous ont apporté et ce qu'elles vous ont coûté. Donc en gros, avantages, inconvénients, quoi. Et en faisant la liste de tout ça, on se rend compte assez aisément de, OK, ce genre de choses, je donne un exemple pour moi à l'époque, c'était devoir me déplacer et être sur place en mission chez le client et que ce soit une obligation contractuelle. En fait, je vois que c'est plus aligné, c'est pas ce que je veux. Et donc, on voit ce genre de choses et ça permet de recomposer avec cette analyse le type d'offre qu'on peut proposer pour que ce soit plus en accord, le type de truc qu'on veut plus du coup accepter et qu'on va dire ça c'est un no-go et on va du coup devoir négocier des termes, etc. Mais cet exercice, on reprend tout l'historique depuis le début de l'aventure. Qu'est-ce que j'aime pas, qu'est-ce que j'ai appris de moi aussi, quoi. Et ça permet de bien redéfinir le paysage. Merci beaucoup, hein, c'était très clair. Cool, avec plaisir. Merci à toi. Je ne sais pas quelle heure il est, je ne sais pas si on a le temps pour une toute dernière. Je crois qu'on a le temps pour une toute dernière.
Une question brûlante qui regretterait. De toute façon, il y en a une là. Merci. Vous pourrez discuter avec moi après, je suis là toute la journée. Ils m'ont mis sur la table vie pro, vie perso. Bien sûr, on peut parler de plein d'autres choses que ça, et je crois qu'il n'y a pas grand monde à cette table de toute façon, donc je serai à cette table. On fera autre chose si vous voulez. Oui. Bonjour, merci. Moi, ce que j'ai vachement gagné en étant freelance, c'est tout ce qui est liberté, flexibilité, vraiment pouvoir construire un rythme de vie qui me convient. Et je trouve que ce qu'on sous-estime beaucoup dans ce choix-là, c'est la charge mentale en amont de faire la transition. Et est-ce que sur le sujet de la charge mentale, vous avez des conseils, des tips pour essayer de la soulager un peu? Ouais. Moi, quelque chose qui m'aide beaucoup, j'ai très très peu de volonté. Donc par exemple, comme je crée beaucoup de contenu sur les réseaux sociaux, j'ai aucune volonté pour les couper. Du coup, quelque chose que j'ai fait, et je vais expliquer la mécanique globale, mais je donne cet exemple précis parce qu'il est intéressant, c'est que là j'ai mon portable pro. Si on met en perso, je me suis acheté un téléphone perso, un dumb phone, pas d'internet, pas de réseaux sociaux, il n'y a rien dessus, juste je peux texto, appeler, il y a un GPS et je peux écouter des podcasts parce que j'adore ça. Mais la réflexion globale de ça, c'est comment je fais pour que par défaut, mon environnement m'influence à couper plus que de m'influencer à retomber dans le travail. Donc j'essaie de créer des espaces durs à combler entre moi et le boulot. Un autre exemple, on a une boîte à la maison, parce que du coup je suis en coloc et mes colocs s'en servent aussi beaucoup. Donc c'est une boîte en plastique où on peut mettre des trucs dedans et il y a un timer, et quand la boîte se ferme, impossible de l'ouvrir avant que le timer se termine. Genre faudrait le péter avec un marteau pour que ça s'ouvre. Et du coup quand je sens que je suis vraiment en charge mentale débordante, le téléphone il va dedans. Peut-être des fois je mets mon chargeur d'ordi pour pas utiliser mon ordi, et pendant 2 heures je ferme et je peux rien faire et je suis obligé, je vais lire un livre, ou je vais me balader. Donc j'essaie de créer un vrai espace difficile à combler entre les trucs qui me créent de la charge mentale et moi. Je sais pas si ça répond à ta question. Et je pense qu'on a tous et toutes des choses comme ça qu'on peut faire. Moi, un autre exemple aussi personnellement, comme ça je balance plein de micro-exemples, vivre à la campagne, avoir un accès direct à la forêt, aller marcher 15 minutes par jour sans rien, genre je prends pas mon téléphone, rien, je vais dans la forêt, tellement du bien. Des fois je me force à le faire. J'ai une petite phrase qu'on se répète avec mes colocs et mon amoureuse qui habite pas loin aussi, c'est une balade débile pour notre putain d'espace mental. Parce qu'on veut y aller, et à la fin ça fait toujours trop du bien. Donc voilà, je dirais trouver des petites pratiques quotidiennes comme ça, plus créer de l'espace entre nous et le travail. Pour les gens qui ont eu l'expérience de bosser dans son salon, puis prendre un coworking, ça change tout. Parce qu'on a un lieu dédié au travail, et quand on rentre à la maison, on n'est plus vraiment en mode travail. Ça, c'est souvent un truc que beaucoup de freelances apprécient, quand ils retrouvent un lieu dédié et qu'ils peuvent séparer les deux. Parce que sinon, on bosse, on fait la cuisine, on se fait interrompre, enfin, c'est galère, quoi. Voilà, petit tips. Super. Si vous voulez discuter pour la suite, je vais vous laisser faire une pause. Je serai dans la petite salle là, a priori, toute la journée. Et si vous êtes curieux, curieuse de ce que je raconte, notre approche, la meilleure façon de creuser un peu, j'ai un podcast que j'ai commencé en 2019. Il y a 115, 120 interviews de freelance, entrepreneurs. On parle de plein de sujets. Et ça s'appelle Young, Wild and Freelance. J'ai été débile, je ne l'ai pas mis sur la slide. Et si vous allez sur Apple Podcasts, Deezer, quoi que ce soit, vous tapez mon nom, là, Thomas Burbidge, a priori, vous tomberez assez vite sur mon podcast. Et là, il y a 150 heures de contenu, donc vous avez le temps d'en avoir marre de ma voix. Merci beaucoup pour votre écoute.